watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des aventures de Blake Lively et Justin Baldoni. Car comme je vous l'ai dit hier, au moment où j'allais me mettre à filmer ma vidéo, Justin Baldoni a déposé une plainte contre Blake Lively et Ryan Reynolds ainsi que Leslie Sloan, la publiciste de Blake Lively, et il leur réclame 400 millions de dollars. Donc je vous avais dit que j'allais examiner la plainte dans la soirée, que j'allais faire une petite traduction et que j'allais vous faire une vidéo dessus, quoi. Bon, les parties où ça répète ce qu'il y avait déjà dans la plainte contre le New York Times, j'ai évité de m'étaler dessus parce qu'on en a déjà parlé. Je vous invite à aller la regarder. Je sais que la vidéo est longue. Désolée ceux qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Comment vous dire, je ne sais pas quel lapin dans sa manche à Blake. Là, c'est le terrier en entier qu'il lui faut. C'est la forêt qu'il lui faut dans la manche pour se sortir de là. Donc soit là, il y a une bombe contre Justin et elle la sortira le moment voulu. Et là, on va tous être... on n'aura rien vu venir. Parce que là, franchement, tout ce qu'il y a dans cette plainte, il n'y a rien qui va pour Blake Lively. C'est complètement lunaire, en fait. Et c'est profondément horrible et dégueulasse ce qu'elle a fait à Justin, ce qu'elle lui fait subir depuis tout ce temps, à lui ainsi qu'à ses associés, à toute l'équipe qui bosse pour lui. C'est inhumain, quasiment. C'est inhumain parce que ça voudrait dire qu'elle a voulu ruiner complètement la vie de ce gars-là pour rien. C'est chaud. Je vous lirai également à la fin de la plainte la réponse de Blake. Parce que du coup, ses avocats ont publié un communiqué aujourd'hui. Bon, fini l'intro, c'est parti. Blake Lively ne pouvait pas tolérer son image publiquement entachée ne serait-ce qu'un instant et ne pouvait en outre pas accepter que cela soit entièrement de sa propre initiative. Elle avait besoin d'un bouc émissaire, elle a attendu des mois, se préparant à attaquer publiquement Baldoni en prétendant faussement qu'il l'avait harcelé intimement. Blake a finalement exploité son pouvoir de riche célébrité pour arracher les rênes à sa co-vedette et au réalisateur du film, Justin. Non seulement le jeu de pouvoir de Blake a coûté leur emploi à de nombreuses personnes, mais à chaque instant, ses décisions créatives erronées reflétaient son manque fondamental de compréhension du livre sur lequel le film était basé. Cela n'a pas surpris ses collègues inquiets, étant donné que, même en cours de production, Blake n'avait même pas lu le livre. Alors ça, c'est génial. Apparemment, elle a tapé sur Google Lily Bloom pour voir la couleur des cheveux du personnage. Si c'est vrai, rien que ça déjà, c'est tellement abusé. Donc on a un petit extrait, un petit message de Justin qui est adressé à son partenaire Jamie. Donc là, dans cet échange de mails, on a Justin qui parle du début de la relation entre les personnages Lily et Ryle. Et après, il stipule, bien que je comprenne que Blake ne veuille pas lire le livre a vraiment fait un super boulot pour rentrer dans l'esprit de Lily pendant les interactions avec Ryle, etc., etc. Voilà, juste pour voir que donc Blake n'a pas lu le livre. Ça commence bien. La suggestion selon laquelle Wayfarer, la boîte de Justin de production, a provoqué la réaction en ligne contre elle est absurde, étant donné la preuve de sa propre insensibilité. Malheureusement, cette réaction aurait pu être évitée si elle n'avait pas refusé de rencontrer l'organisation partenaire du film en matière de lutte contre la violence domestique, nomore.org, comme Justin l'avait proposé. Bien que Blake ait affirmé que c'était Justin qui la calomniait, la réalité est que c'est elle et son équipe qui ont soigneusement planifié et mis en œuvre une vile campagne de diffamation contre Justin et Wayfarer pour détourner l'attention et blâmer les erreurs de jugement désastreuses de Blake elle-même. L'auteur de It Ends With Us, Colleen Hoover, a regardé 5 Feet Apart au cinéma. C'est un film réalisé par Justin. On voit effectivement là un échange d'emails. Bon, je vais pas vous les lire parce que c'est quand même assez long. Où on voit justement un échange très sympathique entre Justin Baldoni et Colleen Hoover. Là, elle lui raconte un petit peu ce qu'elle a vécu par rapport au tournage du film Confess, qui était une adaptation d'un de ses romans, Confess. Bon, ça s'est mal passé. Bref, elle lui parle de ça et après elle lui dit que d'après le retour que Justin lui a fait sur le livre, il a bien compris l'essence du bouquin et qu'effectivement c'est lui le type qu'il faut pour adapter ce livre en film. Et après, elle lui propose même de jouer
le personnage de Ryle. Franchement, les échanges sont très cordiaux, de très bons échanges entre Justin et Colin. Peu de temps après, Wayfarer s'est associé à Sony pour cofinancer et distribuer le film. Leur accord prévoyait, face à l'insistance de Wayfarer et Justin, que cette disposition constitue un compromis, l'exigence que 1% des recettes du film soient reversées pour soutenir les survivants de violences domestiques. Ce 1% a finalement été réservé à l'organisation No More, avec laquelle Baldoni avait cherché à s'associer dès septembre 2022. Ça, on le savait déjà. Donc en choisissant Blake Lively, une actrice de renommée mondiale dotée de talent et de charisme dans le rôle principal, ils lui ont confié cette vision, donner vie à Lily. Bien que Wayfarer ait appris que Blake avait la réputation d'être difficile en travaillant, Justin à l'époque n'a pas été dissuadé et l'a trouvé authentique. Alors, vers le 31 décembre 2022, Blake a accepté de jouer le rôle principal de Lily Bloom. Dans le cadre des négociations ultérieures, Blake a obtenu un crédit de productrice exécutive, un titre souvent attribué à un talent de sa stature. Blake avait demandé un crédit de producteur, mais Wayfarer et Sony ont hésité, étant donné qu'un tel titre ne reflèterait pas fidèlement le rôle qu'on lui avait demandé de jouer dans la production. C'est important ce point quand même pour la suite, parce que les libertés qu'elle a prises, elle n'avait pas le droit de faire ça. Blake et Justin ont partagé des histoires et des photos de leur vie, se sont plaints des maladies familiales et ont échangé des blagues ainsi que des mèmes. Donc là, on voit des échanges de textos entre Justin et Blake. Tu lui dis « J'aime la Blake sentimentale ». Elle lui répond « Je ne l'ai jamais rencontrée ». Il lui dit « J'aime aussi la Blake… comment traduire ça sans me faire striker par le grand patron ? La Blake trou de derrière ». Voyez. Elle lui répond « Je l'ai rencontrée celle-là, ainsi que mes suppositoires. Bonne nuit ». Et à Justin qui rigole à mes suppositoires. Donc bon, franchement, une fille qui te sort des trucs comme ça, on comprend qu'en fait, il y a une espèce de complicité, ou du moins que la femme à qui tu t'adresses, elle a, on va dire, l'esprit ouvert, quoi, que ça va, elle n'est pas coincée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour l'instant, ça a l'air de très très bien se passer. Point 31. Presque immédiatement, Blake a commencé à s'immiscer dans le processus de production de manière intrusive, bien au-delà de la portée de ses droits contractuels. Par exemple, Blake a commencé à insister sur le contrôle créatif de la garde-robe de son personnage. Ça, je ne vais pas m'étendre dessus, on en a déjà parlé dans la précédente plainte. Je poursuis. Point 39. Au début de la phase de pré-production, Blake a envoyé à Justin un long texte décrivant comment les réalisateurs ne lui ont jamais permis d'écrire des scènes pour les films dans lesquels elle a joué, ni de lui donner des crédits d'écriture, lui faisant même griffonner à la main ses suggestions de lignes afin qu'ils ne pouvaient pas lui être attribués. Blake se vantait d'avoir même écrit pour les films de son mari. Ensuite, elle a demandé si elle pouvait essayer d'écrire la scène sur le toit, dans Jamais plus. Retenez cette info, c'est important. Dans laquelle les personnages Ryle et Lily se rencontrent pour la première fois. Cette scène importante, très appréciée des fans du livre, je confirme, était essentielle pour donner le ton du film. C'est pourquoi Justin était réticent à permettre à un acteur, plutôt qu'à un scénariste syndical, de réécrire cette scène clé. Mais Justin a ressenti le besoin de permettre à Blake de réécrire la scène et a accepté de jeter un œil à ce qu'elle avait mis en place. Le brouillon de la scène sur le toit que Blake a envoyé à Justin différait considérablement de ce qui avait été écrit à l'origine. Justin hésitait sur de nombreux changements, mais a remercié Blake pour sa passion et lui a dit de manière diplomatique que la scène finirait probablement par se situer quelque part entre la version originale et sa version à elle. Apparemment piqué par la résistance extrêmement légère de Baldoni, Blake n'a pas répondu et est restée silencieuse pendant plusieurs jours. Plus tard, elle a confirmé dans un message texte que je vais vous lire que la réponse de Justin l'avait un peu heurtée. Et là, après, on a un échange de messages où elle parle de son mari, Ryan Reynolds, ainsi que d'une méga célébrité, mais on ne sait pas de qui elle parle. Le nom est masqué. Elle dit que, en gros, ils la soutiennent, etc., dans sa passion, dans tout ce qu'elle fait. Et en fait, elle fait référence à une réunion antérieure au cours de laquelle Blake a convoqué Justin dans son penthouse de New York, où Justin a été accueilli par Ryan Reynolds, qui s'était lancé dans des éloges enthousiastes pour la version de Blake de la scène,
Et quelques heures plus tard, alors que la réunion touchait à sa fin, un ami célèbre et proche de Ryan et Blake est entré dans la pièce et a également commencé à faire l'éloge du scénario de Blake. Justin a compris le sous-texte. Il devait se conformer aux instructions de Blake pour le scénario. Plus tard, il s'est senti obligé d'envoyer un SMS à Blake pour lui dire qu'il avait aimé ses pages et qu'il n'avait pas eu besoin de Ryan et de son ami archi-célèbre pour faire pression sur lui. Blake a répondu que les deux étaient ses dragons. Alors je vous lis le roman qu'elle lui a envoyé. Cela dit, ce sont aussi mes partenaires les plus fiables et les personnes à qui je m'adresse en premier pour tout ce que je touche de créatif. Et je suis la personne à qui il s'adresse en premier. Cette créativité et ce soutien réciproque ont été l'un des cadeaux les plus grands et les plus enrichissants de ma vie. Ils ont adoré et signé les pages, ça m'a fait du bien de te les envoyer. Ils t'ont demandé ce que t'en pensais spécifiquement après. Je leur ai dit que tu avais beaucoup ri et que c'était probablement un mélange, mais tu appréciais tellement ma passion, ce qui bien sûr ne me plaisait pas, ni à eux. Que ma passion soit louée plutôt que toute contribution spécifique, ou même simplement que tu n'aies pas aimé les pages, ce qui est bien aussi. Donc je pense qu'ils voulaient que toi et moi voyions ce qu'ils pensaient du travail, parce qu'ils ont été à mes côtés pendant bien trop d'expériences où j'ai été négligée. Je t'en ai parlé lors de notre première rencontre. Bon, après elle raconte ce que je viens de vous dire, voilà, que des fois elle a écrit des trucs et qu'on n'a pas voulu la créditer, etc. Bon, blabla. Et ensuite, Ryan Reynolds et cet ami archi-célèbre savent aussi que je ne suis pas toujours douée pour m'assurer d'être vue et utilisée par peur de menacer mon ego ou par peur d'affecter la facilité du processus. Ils s'en foutent et c'est pour cela que tout le monde les écoute avec un immense respect et un immense enthousiasme. Donc je suppose que je dois arrêter de m'inquiéter du fait que les gens m'aiment. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce message? Parce que vous, je sais pas comment vous le prenez. Et moi, perso, je reçois ça, je sens un peu le coup de pression, l'air de rien. En fait, là, elle est en train de dire que quelque part, elle est offensée qu'il n'ait pas aimé ses pages, qu'il n'ait pas été plus enthousiaste que ça, que son mari célèbre et son ami célèbre également, ça leur plaît pas trop, mais que bon, s'il a pas aimé, ça va quand même, quoi. Vous voyez un petit peu comment c'est vicieux, cette façon d'en gros, te faire comprendre que, gars, pourquoi tu me valides pas? Eux, ils le valident. Pourquoi tu valides pas? Mais t'inquiète, y a pas de souci, mais quand même. Et je cherche pas la petite bête, je précise. C'est juste que quand j'ai lu le pavé, je me suis mis à la place d'un réalisateur et je me suis dit « Oh non, mais je reçois ça, je vois très bien où tu veux en venir, cocotte. » Donc, bref. Après, elle lui envoie un texto sur Khaleesi parce que donc elle parle de son mari et de cette personne célèbre. J'ai un doute entre Taylor Swift et Hugh Jackman comme étant ces dragons et qu'elle c'est Khaleesi. J'ai pas vu Game of Thrones, mais je sais comment ça se termine. Donc, si on parle de cette femme blonde jouée par Emilia Clarke, si je dis pas de bêtises, qui était à peu près sympatoche avec ses dragons, mais qui finit par péter les plombs, tuer tout le monde, et qui finit très mal dans Game of Thrones, c'est pas une référence. Enfin bref, voilà, un petit peu d'humour, passons. Point 43. Difficile s'est avéré être un euphémisme. Bien que Justin ait initialement invité Blake à apporter des modifications au script, Blake a commencé à modifier le script quotidiennement. Et donc là, on a un échange de mails entre le producteur et Justin. Ouais, il a l'air inquiet, le producteur. Elle est en train d'arranger le script. Blake est maintenant en train de diriger le film. C'est pas bon. Et il y a Jamie Heath, donc le partenaire de Justin, qui répond « J'entends, je vais voir ce qui est possible du moment que la décision est faite avec approbation, qu'elle a été approuvée. » Le producteur lui dit « Ça va être chaque jour du tournage. » Bon, je vous ai traduit ça à l'improviste, mais en gros, on voit l'inquiétude du producteur en lui disant elle est en train de diriger le film, là, c'est pas bon. Si c'est comme ça tous les jours, ça va pas le faire. Poursuivons. Point 44. Plus d'1 an plus tard, lors d'une interview sur le tapis rouge de la première du film à New York, Blake a déclaré « La scène emblématique du toit, c'est mon mari qui l'a écrite. Personne ne le sait, mais vous oui maintenant. » Ça, on se rappelle de cette fameuse interview. Cette révélation surprenante contredit directement l'insistance précédente de Blake sur le fait qu'elle avait écrit la scène et jette certainement les éloges de Ryan pour la scène réécrite sous un jour différent. Mais oui, carrément, parce que là, elle est en train de prendre la tête précédemment à Justin en lui disant « Ouais, regarde, j'ai écrit un super truc et tout, c'est validé, machin. » Et là, elle nous a balancé lors de cette première que c'était Ryan qui avait écrit la scène. Alors, qui a écrit cette scène, en fait? Les remarques de Blake sur la prétendue contribution de Ryan au scénario ont fait sourciller Sony,
qui a déclaré à Wayfarer qu'ils avaient certainement besoin d'une certaine clarté sur les commentaires publics faits à propos de la contribution potentielle de Ryan Reynolds au service d'écriture pour la scène sur les toits. Et en effet, on a donc un échange de mails entre Sony et Wayfarer où Sony leur dit on a besoin d'une certaine clarté sur les commentaires publics à propos de Ryan Reynolds qui aurait potentiellement écrit la scène sur le toit. Ces services ne sont pas mentionnés, ni son nom nulle part dans les crédits. Et il y a donc Wayfarer qui répond à Sony en disant « Nous ne sommes pas au courant qu'il ait écrit des choses en fait. Par rapport à ce qui a été dit publiquement, ça n'est pas quelque chose dont nous sommes au courant. Nous avons appris ces allégations en temps réel. Faites-nous savoir si vous avez des questions. » Donc, vous vous rendez compte quand même? Enfin, là, dans ce qu'on voit, moi, ce qui me choque, c'est qu'en gros, la Sony dit « Attendez, on va demander des comptes à Wayfarer. » Et Wayfarer, ils l'ont appris à la télé, Ils l'ont appris le jour de la première que Ryan avait mis la main à la pâte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, pour le coup, à quel point ça n'est pas du tout professionnel de la part de Blake et de Ryan. Ils font vraiment passer Justin et toute son équipe pour des cons, hein. Voilà, disons les termes. Bon, ensuite, dans la plainte, il y a toute l'histoire avec le fat shaming et le fameux coach. Donc, pour rappel, hein, le coach s'appelle Don. Justin l'a embauché comme étant son coach. Et bon, Justin fait beaucoup de sport, mais il a un problème de dos. Du coup, il avait demandé au coach de Blake combien pesait Blake, s'il pouvait la soulever, parce qu'il y avait donc une scène où il devait la soulever dans un ascenseur, donc il voulait savoir s'il risquait pas de se faire mal au dos. Ça avait été très mal pris, hein, cette histoire, rappelez-vous. Le lendemain matin, Justin a été convoqué au penthouse par Blake et accueilli par Ryan, qui a injurié Justin et l'a accusé d'avoir fait honte à sa femme. Comment oses-tu poser des questions sur le poids de ma femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vous en avais parlé de ça aussi dans l'ancienne plainte. Dans sa propre plainte, Blake ment catégoriquement sur l'absence de cette scène en affirmant qu'elle n'était pas dans le film. La seule raison pour laquelle la scène ne figurait pas dans le film est que Blake et Ryan ont veillé à ce qu'elle soit retirée du film. Point 50. En fait, Blake avait déjà exprimé son insécurité quant à sa silhouette postpartum. Et Justin a fait tout son possible pour la rassurer véritablement. Dans cet échange, il a déclaré qu'en tant que directeur, que tout ce qui t'inquiète, nous en parlerons, on fera preuve de créativité ensemble et on te mettra à l'aise. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ton corps, c'est la dernière chose dont tu as besoin. Je veux que tu saches que tu as l'air génial. Peu importe pourquoi tu ne te sens pas à l'aise, nous en parlerons. Et il y a Blake qui lui répond « Merci pour ton message vocal, c'est très appréciable. Tu es tout ce que tu avais promis en tant que collaborateur. Merci. Je sais quel est mon travail ici et ce morceau est une grosse partie de mon travail. Ce film a besoin d'un certain esthétisme. » Bon, après, elle lui parle d'esthétisme, elle et son mari qui font des événements athlétiques, etc. Nous allons tout déchirer. Point 51. Blake a ensuite lancé un ultimatum. Si Justin ne parvenait pas à adhérer à ses méthodes de travail, il avait 2 semaines pour la recaster. Cet ultimatum risquait implicitement de détruire la réputation et la carrière de Justin. Il n'avait d'autre choix que de se plier aux exigences de Blake et de Ryan. Les inquiétudes concernant l'influence de Blake sur le film ont commencé à croître avant même le début du tournage. Et là, on voit donc des messages entre le producteur et Jamie Heath, le partenaire donc de Justin. Alors le producteur, il dit, il ne peut pas la laisser, donc j'imagine que c'est Justin, hein. Il ne peut pas la laisser avoir son opinion sur tout, en parlant de Blake. Elle va co-diriger le film. Jamie qui répond, oui, nous avons parlé de ça énormément hier. Ça commence à s'arranger. Et le producteur qui répond, non, ça s'arrange pas. Alors je ne sais pas c'est qui ce producteur, mais il voit que ça va pas, en fait. Point 59. Blake était si proche et à l'aise avec Justin qu'elle allaitait librement devant lui pendant les réunions. Elle a pris des photos de lui tenant et apaisant son bébé qui pleurait dans son penthouse. Ils ont ri de façon délirante pendant les séances d'écriture de fin de soirée. Tous ces événements ont lieu après le harcèlement intime présumé. Les accusations de Blake semblaient sortir de nulle part. Alors on arrive donc aux grèves syndicales. Le 2 mai 2023, la Writers Guild of America s'est mise en grève. La production du film a été temporairement interrompue le 14 juin 2023 en raison de cette grève. Le lendemain, la production a été informée que la Writers Guild of America avait accepté de ne pas arrêter le plateau, permettant ainsi à la production de poursuivre, mais Blake était déjà parti et refusait de revenir immédiatement à la production. Wayfarer a retravaillé le calendrier de tournage à grands frais
pour filmer les scènes avec les versions plus jeunes des personnages au lieu des séquences nécessitant Blake. Le 27 juin 2023, la production s'est entièrement arrêtée en attendant la fin de la grève. Point 68. Avant et pendant les grèves, l'implication enthousiaste de Blake dans la production a pris un ton plus insistant et manipulateur, puisqu'elle a demandé l'accès aux rushs quotidiens et au premier montage de scène, des demandes à la fois inappropriées et peu orthodoxes. Je vous le confirme, apparemment, un acteur et même producteur exécutif n'a pas le droit d'avoir les rushs. Donc elle lui a envoyé ça le 13 juin 2023. Est-ce que ça te dérange de me donner accès au rush quotidien? Et je suis curieuse de savoir quelle prise tu aimes. Et là, justement, c'est là que ça commence à sentir pas bon du tout. Il craignait à juste titre que le fait de lui donner les rushs quotidiens ne lui fasse exiger le montage de l'intégralité du film, ce qui est exactement ce qui s'est produit au final. Donc on voit un échange entre Justin et les producteurs. Donc en fait Justin il leur envoie une capture d'écran donc du message de Blake et là il y a le producteur qui répond je dirais non, mais check son contrat d'abord, lol. Après, il y a Jamie East qui est dans la conversation, qui répond « J'attends pour la réponse de on ne sait pas qui d'abord. C'est un gros non pour moi également. » Respectueusement. Et le producteur qui dit « Je pense que tu ne peux pas répondre avant demain » ou dit que tu as besoin de parler avec l'équipe ou dit juste non, que tu n'es pas confortable avec l'idée. Et là, il y a Jamie qui dit « Peut-être qu'on peut laisser Sony prendre la décision et tu peux lui répondre avec ça pour l'instant. » Et là, il y a Justin qui répond « Je crois que je vais lui dire oui et lui envoyer une playlist de plusieurs bonnes prises de différentes scènes de ces 3 ou 4 derniers jours. » Le producteur qui répond « On a tous dit non et tu vas lui envoyer ?» Justin qui répond « Non, elle aime l'idée d'une playlist. Non, elle n'a pas accès à tous les rushs. Je n'ai pas été claire dans mon message. » On ne sait pas qui croit qu'elle va essayer de commencer à faire son propre montage du film. Et il y a le producteur qui lui répond « Ouais, je suis d'accord avec ça. » Justin qui poursuit « C'est exactement comme ça que le processus d'écriture a commencé. Je viens de parler à Blake, elle est dans un bon état d'esprit, elle a l'air contente à propos de ça, c'était une bonne conversation. » Producteur qui répond « Très bien. » Jamie « Très bien. Ravi de l'entendre. » Putain, on sent que ça marche sur des œufs, quoi. Là, il lui répond bonjour, désolé pour le temps de réponse. Oui, la famille va bien, blablabla. Concernant donc les rushs quotidiens, naturellement, tu sais que je veux ta contribution. C'est pourquoi je t'ai envoyé 5 heures de playlist. Mais à ce point, il est trop tôt pour moi pour te partager les rushs. Je commence mon montage début août. Je vais le donner à de nouveaux monteurs et je ferai le reste moi-même. Blake, elle répond « Je ne veux pas interférer avec ton temps sur ton montage, bien sûr. Ne ressens pas le besoin de m'envoyer les scènes coupées. Je suis excitée de les voir. » Et après, elle dit « Aucun des producteurs n'a accès aux rushs. C'est juste toi ?» Blake, t'es dans le milieu depuis que t'es né. Dis pas que tu sais pas ça. Enfin, oh là là, bref. Justin a partagé des scènes limitées avec Blake, se sentant tout le temps mal à l'aise, mais il savait déjà qu'il devait se plier aux exigences de Blake afin de sortir le film et son message. Finalement, il a mis le pied à terre, envoyant à Blake une dernière scène, puis lui disant qu'il n'enverrait plus de coupe tant qu'il n'aurait pas terminé son processus éditorial. Donc là, effectivement, il lui répond « Non, il n'y a pas que moi, il y a je ne sais pas qui et Jamie qui ont accès au rush, mais pas à l'ensemble ou aux coupes. » Point 75. Le jour même de la fin de la grève de la SAG-AFTRA, Justin, les studios et les producteurs étaient impatients de reprendre la production. Au lieu de cela, ils ont reçu un email de l'avocat de Blake qui a envoyé à Wayfarer une liste troublante et inattendue de 17 points de conditions non négociables qui doivent être remplis avant que Blake ne retourne au travail. J'en ai parlé de cette fameuse liste et je ne comprends toujours pas pourquoi dans la plainte de Blake, il y avait 30 points. C'est sorti d'où? Donc on a effectivement un mail adressé à Wayfarer, donc ça vient du conseil de Blake, avec les tentatives de résolution de la grève de SAG-AFTRA. Nous écrivons pour vous adresser comment gérer un retour sur le tournage de Jamais plus, le film. Ce n'est pas une surprise pour les producteurs du film que l'expérience du tournage a été assez inquiétante à bien des niveaux. Les plaintes de notre cliente ainsi que d'autres ont été à plusieurs reprises transmises et bien documentées tout au long de la pré-production et de la photographie. Mais où sont ces plaintes? Je vous l'avais déjà dit en plus, parce que même dans la plainte de Blake, elle évoquait ça,
qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le tournage qui avait également déposé une plainte et tout. Mais où sont ces plaintes? C'est quand même dingue que là, Blake, elle a déposé une première plainte contre Justin. Il n'y avait rien. Après, elle a déposé une action en justice légale. Il n'y avait toujours pas ces fameuses plaintes qu'elle cite. Donc, d'où ça sort, en fait? Moi, je les veux voir ces plaintes, en fait. On les voit pas. Wayfarer et Sony ont tenté de réviser le document pour le rendre factuellement exact, étant donné que leur représentation de la culture établie était inexacte, et ont envoyé des commentaires par l'intermédiaire de l'avocat de Wayfarer qui a incorporé les notes de Sony, mais la réponse de l'avocat de Blake a clairement indiqué que la liste n'était pas ouverte à la négociation. Il était clair que Wayfarer devrait signer le document tel quel, malgré la fausseté de ses insinuations. Néanmoins, les revendications elles-mêmes étaient acceptables. En fait, certaines étaient déjà en place. Donc ces 17 points, il les énumère tous dans la plainte, mais on va essayer d'y aller un peu vite. Donc point numéro 1, coordinateur de l'intimité. Blake a exigé un coordinateur de l'intimité qui soit présent à tout moment lorsqu'elle était sur le plateau. En fait, un coordinateur de l'intimité avait déjà été engagé au cours de la première moitié de la production, donc Wayfarer n'a pas contesté cela, bien que Blake et son avocat aient sciemment insinué qu'il n'y en avait pas. Blake était au courant, comme Justin en avait informé par écrit vers le 6 avril 2023. L'avocat de Blake était également au courant, comme documenté dans les courriels du 8 mai 2023 entre elle et l'avocat de Wayfarer, dans lesquels Wayfarer lui fournit la nudité approuvée par le coordinateur de l'intimité. Aucune scène d'intimité n'a été tournée avant les demandes de retour à la production du 9 novembre 2023. Par conséquent, Blake n'a en aucun cas tourné des scènes intimes sans superviseur de nudité, comme le suggère sa plainte. La seule scène de nu simulée filmée avant la rupture de la grève et les demandes de retour à la production était une scène que Blake a écrite. Elle le savait à l'avance et a dirigé l'action pour cette scène. Et elle n'a jamais demandé un nudity rider ou de coordinateur d'intimité pour cette scène. Point 83. Cette demande, telle qu'elle est rédigée, suggère que des scènes de nu ou intimes ont été filmées en présence de personnel non essentiel. Plus tard dans sa plainte, Blake allègue que lors d'une scène, la scène de l'accouchement, elle était en partie nue, les jambes largement écartées dans des étriers et seulement un petit morceau de tissu couvrant ses organes génitaux et qu'il y avait des gens non essentiels, des personnes présentes quoi. Cette allégation est sciemment fausse. Vous vous rappelez, je vous avais décrit cette scène dans la plainte de Blake. Pour commencer, décrire Blake comme étant principalement nu et nu en dessous de la poitrine jusqu'aux pieds est malhonnête. Blake portait un slip noir et une combinaison de grossesse qui couvrait son abdomen et son haut était recouvert d'une blouse d'hôpital. Blake était au courant de cette scène de naissance car elle était fortement impliquée dans l'écriture, plutôt dans la réécriture du scénario et a apporté une contribution créative à cette scène spécifique, même à l'encontre de la vision créative de Justin. Réalisateur, rappelons-le quand même des fois. Point 84. De plus, les images du film démontrent clairement que le décor n'était pas chaotique comme elle le prétend et que seules les personnes essentielles étaient présentes sur la scène et faisaient leur travail. Plus important encore, Blake allègue sciemment et faussement que le producteur du film était présent pendant ces scènes et insinuait qu'il la regardait nue. Il n'était même pas sur le plateau lors du tournage de cette scène. Il est arrivé plus tard, ne s'arrêtant qu'à bref instant au milieu de son emploi du temps chargé et était présent lors du tournage d'une scène dans laquelle le personnage de Blake parle avec une femme médecin, une scène dans laquelle elle était entièrement habillée. Contrairement aux affirmations sciemment fausses de Blake, c'est elle qui a refusé de rencontrer le coordinateur de l'intimité pour planifier leur scène. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi. C'est Justin qui a dû la rencontrer seule. Et il écrivait des notes et après il les rapportait à Blake. Ces réunions avaient lieu souvent sur l'insistance de Blake à son domicile et souvent en présence du mari de Blake, Ryan Reynolds. La méthode de travail de Blake était non conventionnelle et inconfortable pour Justin. Tu m'étonnes. Point 86. En fin de compte, Blake a rejeté toutes les propositions du coordinateur de l'intimité et elle voulait réécrire elle-même les scènes. De manière plus flagrante, Blake a ensuite utilisé ces circonstances entièrement créées par elle pour accuser Justin d'avoir insisté pour qu'elle fasse des scènes inconfortables ou gratuites, des scènes qui étaient en fait proposées par le coordinateur de l'intimité. Ceci est bien documenté dans les notes manuscrites prises par Justin lors des réunions avec le coordinateur de l'intimité et lues plus tard à Blake.
Blake allègue que Justin a personnellement ajouté du contenu graphique, y compris une scène dans laquelle elle devait atteindre le nirvana devant la caméra. C'est faux. Au cours d'une réunion créative que Blake a demandé à avoir lieu chez elle, Justin lui a lu ses notes du coordinateur de l'intimité, y compris une suggestion selon laquelle le personnage de Blake atteint le nirvana pendant la scène, similaire au livre. Blake a fait remarquer « Oh non, je suis trop vieille pour ça ». Et Justin a proposé une autre suggestion à la place, également tirée de ses notes de la réunion avec le coordinateur de l'intimité, et puis il est passé à autre chose. Point 89. La production tournait un montage romantique de Lily et Ryle à leur rendez-vous. L'un des producteurs a joué de la musique pour créer l'ambiance afin que les personnages puissent danser lentement. Blake, toujours incapable de suivre des directives, a insisté sur le fait qu'elle aimait vraiment l'idée des personnages qui parlent constamment, car comme elle l'a décrit, elle et son mari aiment parler, parler et parler. Justin, son réalisateur, et l'assistant réalisateur du film, qui dirigeait la scène, n'étaient pas d'accord. Dans une tentative de l'encourager à suivre sa direction, Justin a suggéré que lui et sa femme se regardaient souvent dans les yeux en silence, ce à quoi elle a répondu « comme des sociopathes ?» et elle a rigolé. Justin a ri aussi, tandis que Blake a recommencé à parler du fait qu'elle et son mari ne peuvent pas ne pas parler. Ça, rappelez-vous, c'était la fameuse scène où elle a dit qu'il dansait un slow, où il devait pas parler, et que Justin lui avait sniffé le cou et qu'il lui avait dit « tu sens bon ». À un moment donné, Jamie Heath et un autre producteur irrités ont appelé Justin à l'écart pour exprimer qu'ils ne pouvaient pas capturer le plan prévu parce que Blake n'arrêtait pas de parler. Elle s'est excusée pour l'odeur de son autobronzant en spray là et de son maquillage. Justin a répondu « ça sent bon ». Et a continué à jouer en dansant lentement comme il pensait que son personnage le ferait avec sa partenaire. Blake les a de nouveau sortis de leur personnage et a commencé à plaisanter sur le nez de Justin, dont il a ri et plaisanté à son tour, même si Blake a plaisanté en disant qu'il devrait subir une chirurgie plastique. Elle lui a dit qu'il devrait se refaire faire le pif. Et en plus, apparemment, c'est un complexe pour Justin, son nez. Donc c'est sympa. Blake allègue à tort que cette scène a été filmée sans son. Justin portait un microphone et l'intégralité de l'échange est filmée. Alors là, ouf. Toute suggestion selon laquelle cette scène a été filmée d'une manière autre que le pur professionnalisme de Justin est sans équivoque contrée par des preuves réelles. Son allégation de harcèlement intime est un mensonge documenté et sciemment fabriqué. Je vous dis, c'est chaud. S'ils ont bien le son de cette scène, alors que Blake a raconté ça totalement différemment, elle a pu mentir sur tout le reste. Point 91. De plus, c'est Blake qui s'est livré à des scènes de baisers non chorégraphiées. Ça aussi, elle avait dit dans sa plainte que Justin avait improvisé, qu'il avait embrassé trop longtemps et qu'il lui avait mordu la lèvre. Une scène à nouveau capturée par la caméra montre Blake attirant Justin pour l'embrasser. Il est clair que Blake initiait des baisers non chorégraphiés. En une seule prise, elle a tiré Justin et l'a embrassé une fois, dans une autre 2 fois, et le nombre de baisers entièrement initiés par Blake changeait à son gré. Elle a dit complètement l'inverse dans son autre plainte. Elle a dit que Justin avait filmé et refilmé la scène et que, voilà, en gros, profitait de l'embrasser, quoi. La version de Justin n'est pas du tout la même. Encore une fois, qu'y croire. Et alors que quelqu'un qui bosse dans le cinéma se manifeste, s'il vous plaît, parce que je voudrais savoir, est-ce qu'on chorégraphie un baiser? J'y avais jamais pensé. Sauf si le baiser, il est très spécifique, mais sinon, ça se passe comment? On dit au gars, alors là, tu vas l'embrasser avec la tête penchée vers la droite pendant 3 secondes. Ensuite, tu retombes du côté gauche pendant 2 secondes et demie. Ensuite, tu embrasses sa lèvre supérieure 4 secondes, après elle lève inférieure 2 secondes, puis tu... Comment ça se passe en fait? L'intention, on la donne et après c'est aux acteurs d'improviser. Enfin, je n'ai jamais entendu qu'un baiser était chorégraphié, sauf si encore une fois, tu joues un personnage très passionné et que là, effectivement... on te dit, ouais, mords-lui la lèvre. Insiste sur cette partie-là, mais sinon, embrassez-vous. Faites ce que vous avez à faire, quoi. C'est vous les acteurs. Voyez ce que je veux dire? Dans un autre cas, alors que Blake et Justin développaient leur scène, Blake a déclaré « Je ne veux pas que ça ressemble à du porno ».
puis a déclaré qu'elle n'avait jamais vu de porno de sa vie. Un fait très personnel. Justin l'a complimenté et a dit c'est merveilleux parce que malheureusement, il y a été exposé pour la première fois à l'âge de 10 ans. Je vous en avais parlé de ça aussi. Quiconque connaît ou a effectué des recherches sur Justin en aura connaissance et cela ne peut en aucun cas être qualifié d'inapproprié, surtout après avoir ouvert la porte à la discussion en révélant quelque chose de très personnel. À chaque instant, Justin était piégé. De plus, Jamie Heath, qui n'a rien à voir avec cet échange et n'a jamais eu de dépendance aux films pour adultes, ni même mentionné les films pour adultes en présence de Blake, a été faussement et sciemment intégré à cette accusation. Blake a poursuivi en suggérant de manière scandaleuse et sciemment fausse qu'on lui avait montré un film pour adultes ou des images nues de la femme de Jamie Heath sur le plateau. Cette allégation dénature sciemment et malicieusement un cas où, en lien avec la scène de l'accouchement, Jamie, à la demande du réalisateur, donc de Justin, a tenté de montrer à Blake une vidéo démontrant la vision du réalisateur pour la scène. Comme Blake voulait la voir plus tard, ce qu'elle a vu était la première image au début de la vidéo qui montre la femme de Jamie, lui-même et leur bébé, après que sa femme ait accouché à la maison. Qualifier cette image qui capture un si beau moment avec leur nouveau-né, partagé avec le consentement de sa femme pour les besoins du film, de photos nues ou pire, de X est déplorable. Néanmoins, Blake ne s'y est pas opposé et a demandé à voir la vidéo après avoir mangé. Bon, donc elle était au courant de cette vidéo et apparemment, selon eux, elle a voulu la voir. Point 102. Personne ne peut entrer dans la caravane de Blake. On en a déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus. Bon, après, il y a d'autres points, c'est pas hyper essentiel, donc avançons. On parle de l'obstétricien là, le gynéco. Blake avait dit que c'était un pote à Justin, qu'il avait rien à faire là, qu'elle se sentait hyper gênée, etc. Vous vous rappelez? Alors, Justin a choisi un acteur expérimenté qui se trouve être un ami. L'acteur qui incarne l'obstétricien est un acteur primé, formé à Shakespeare et titulaire d'un MFA en théâtre de UCLA. Point 123. Il est important de noter que Sony, qui avait également un représentant sur le plateau, a également trouvé les 17 demandes déroutantes. Et il y a un mail qui l'atteste. Point 124. Avant de revenir à la production, Blake avait encore plus de notes de script et de modifications au-delà de ce qui avait été déjà effectué lors de la première phase de production. Face à ces fausses et terrifiantes accusations présentées comme des exigences, ainsi qu'à la menace de Blake de ne pas revenir à la production, Justin a réalisé qu'il devait céder le contrôle du scénario à Blake comme elle le souhaitait. Ça, c'est un truc de dingue. Dans un email adressé à son équipe contenant les notes sur son scénario révisé, il a exprimé sa tristesse et sa frustration. Ah, donc on voit là en jaune, je suis furieux, je suis triste. Tout le monde sait ce que je ressens à propos de tout ça et à quel point je suis en colère que Blake ait pris le contrôle du film et qu'elle ait réécrit le film alors que nous avons passé des années à développer, à écrire et à financer. Donc oui, je suis furieux et triste. J'agite le drapeau blanc et je me soumets. Je vais lui donner 98% de ce qu'elle veut. Je suis sûre qu'aucun de nous n'a l'énergie de se battre encore. Ensuite, il y a eu donc la fameuse réunion chez Blake et Ryan. Je vous en ai parlé, donc je vais pas m'étaler dessus. Où là, Ryan a hurlé sur Justin et il y avait même un représentant de Sony qui était là et qui est sorti choqué de cette réunion, qu'il avait jamais vu ça en 40 ans de carrière, je crois, ou 20 ans de carrière, je ne sais plus. Voilà, on parle à nouveau de cet incident. 136. En février et mars 2024, Justin a accédé à la demande visant à ce que Blake soit autorisé à participer au processus de montage. Donc là, on voit des échanges de messages où elle veut être avec lui pour voir le montage, etc. Tout ça aussi, je vous en ai parlé. Comment à la base, ça devait se passer sur 2 jours. Finalement, elle y est restée 2 semaines. Après, elle est carrément retournée chez elle. Il y a un monteur de Justin qui est allé la voir parce qu'elle voulait aussi sa vision artistique du montage. Donc le monteur devait bosser avec elle. Finalement, elle l'a viré. Elle a pris le monteur de Deadpool et Wolverine. Et Justin, son montage a pu. Comme l'ont noté les éditeurs, Justin s'est mis en 4 pour Blake pendant des mois. Oui, ça on le voit également dans les messages. Je vous les avais également traduits ces messages. 139. Mai 2024, les menaces d'extorsion de Blake ont contraint Sony à lui permettre de créer sa propre vision du film. Sony a déclaré à Wayfarer en termes clairs que Blake refuserait de promouvoir le film à moins que ses demandes ne soient satisfaites. Il y a Sony qui parle à Jamie et qui lui dit que ils ont approuvé Blake pour le trailer. Blake
Blake appelle Taylor pour approuver la chanson, Taylor Swift. Un autre exécutif qui lui dit « Les gars, vous allez faire retarder le film et grandement le heurter, bonne chance. » Non mais je sais pas si vous vous rendez compte dans cet échange de messages qu'en gros Sony est en train de kiffer l'idée en fait que Blake puisse ramener Taylor Swift dans le film. Donc bon les gars dépêchez-vous hein, parce que si Blake change d'avis et qu'elle décommande Taylor, c'est pas bon. Ouais bah, la Sony fait pression sur Wayfarer, clairement. Est-ce que vous pouvez reconsidérer son contrat? Non mais franchement. Bon après il y a encore des échanges de messages entre Justin et ses monteurs. Focusons-nous sur ce qui est le mieux pour le film. Ça s'arrangera. Je suis curieux si les gars vous avez pu jeter un coup d'œil à son montage. Est-ce que quelque chose a changé? Éditeur 2 qui répond, on vient de me dire qu'on n'a pas le droit de regarder. Justin, waouh, les monteurs et le réalisateur qui n'ont pas le droit de voir le montage d'une actrice. Compris, nous y voilà. Ça aussi, on en avait parlé hein, dans l'autre plainte. Il est révélateur de constater que dans une comparaison côte à côte des tests d'audience, le montage de Justin a obtenu des résultats nettement plus élevés avec les principales données démographiques de l'audience. Et là, on voit donc dans les échanges le monteur qui partage donc le test des audiences. Ils ont dépassé de 20%, également de 15% le public cible, j'imagine. Il y a un public normal et un public cible. Et il dit le seul groupe où elle a eu plus de scores, elle a été classée excellent dans la catégorie, c'était les hommes. Et c'est uniquement parce que elle a focus plus le film sur elle-même et les mecs adorent regarder Blake Lively. Les mecs sont des porcs. Voilà, c'est dingue que sur le public cible, c'était vraiment lui qui avait le plus de scores et Blake, non, a pas voulu quand même. Bon, bref. Sans surprise, Blake est revenu sur sa promesse et a insisté pour que sa version soit rendue publique au lieu de la version de Justin en tant que réalisateur, affirmant même que l'autrice du livre, Colleen Hoover, refuserait également la promo si la version de Blake n'était pas choisie. 2 jours plus tard, Justin a été hospitalisé pour une grave infection de la colonne vertébrale. Bah ouais, tu m'étonnes. Le mec, à force de stress, tout ça, il n'y a plus de défense immunitaire, donc voilà. Dans ses messages, il dit « Je suis désolé, je vous aime et je vous adore tous. On peut se reposer en sachant qu'on a créé un beau travail, une pièce d'art ensemble. Et encore, je suis désolée. » 147. En juin 2024, Blake dictait une grande partie du marketing du film qu'elle avait volé à Justin et Wayfarer. Elle a retiré sans vergogne Justin du film qu'il a défendu pendant 5 ans. Je vous ai dit qu'elle l'avait dégagé de l'affiche, il n'y a même pas un film 2. Ça, elle l'a retiré aussi. Mais Blake est toujours pas contente. Elle a continué à extorquer Wayfarer, Justin et même Sony, menaçant d'abandonner son obligation contractuelle de promouvoir le film ou d'approuver le matériel de marketing si elle n'obtenait pas de crédit de producteur. J'ai pas non plus m'étaler là-dessus. Je vous en ai parlé encore une fois dans l'autre plainte où elle voulait sa désignation certifiée PGA là, comme étant producteur, sauf que Wayfarer n'a pas voulu lui faire parce que non, elle n'est pas productrice sur le film. Elle ne remplit pas les conditions pour avoir cette certification. Elle leur a tellement pris le chou qu'ils ont fini par faire cette lettre. Mais Jamie a quand même envoyé un mail à leurs avocats en leur précisant qu'ils l'ont fait sous la contrainte. Alors, 158. À l'approche de la première du film, Blake a tenu sa promesse et a informé Sony qu'elle et les acteurs ne participeraient à aucune commercialisation ou promotion du film aux côtés de Justin. Les autres acteurs ont également abandonné Justin, créant la fausse impression qu'il avait fait quelque chose de mal. Une stratégie de médias sociaux qu'elle avait apprise d'un ami proche, célèbre. Donner aux fans juste assez pour leur permettre de tirer leur propre conclusion, lançant ainsi une armée de détectives qui, sur la base de l'information et de la conviction, Blake espérait se retourner contre Justin. Donc en fait, c'était voulu que tout le casting du film ne soit pas en présence de Justin. Comme ça, on allait se poser des questions et se dire « Bah tiens, c'est bizarre, Justin, il fait la promo tout seul. S'il y a tout le casting avec Blake, c'est que c'est Justin le problème. » Le fait que Justin ne soit plus suivi sur les réseaux par les acteurs et même par l'autrice du livre, avec qui il entretenait une relation de longue date, s'est fait sans avertissement ni aucune communication de leur part, ce qui contraste fortement avec les éloges et l'appréciation chaleureuse que les acteurs avaient toujours dites sur lui. Par exemple, Isabella Ferrer, qui interprète la jeune Lily, a échangé des textos reconnaissant avec Justin pendant et après le tournage. Justin lui dit « Tu as été génial aujourd'hui, je suis très heureux de travailler avec toi. » Et Isabella qui lui répond « Merci beaucoup,
Je suis tellement excitée. Merci d'être un réalisateur aussi génial et d'être aussi merveilleux avec qui travailler. Je te remercie tellement pour cette incroyable expérience sur mon premier film. Ça a changé ma vie. Tu es tellement merveilleux, intelligent et sincère comme réalisateur. Tu as créé un espace tellement confortable et sécurisant pour moi. Je n'aurais pas pu souhaiter meilleur environnement. Ça restera avec moi pour le reste de ma vie. À très bientôt. J'espère que tu vas bien. 160. Fait révélateur, Isabella Ferrer a travaillé avec Justin lorsque Blake n'était pas sur le plateau. Ce n'est que lorsque Isabella a passé beaucoup de temps avec Blake lors des promos du film qu'elle s'est sentie obligée d'éviter Justin en rejet de ses paroles chaleureuses. 162. Justin a appris plus tard que lors de la première du film Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds avait contacté l'agence de Justin, un cadre de WME, et avait exprimé son profond mépris pour Justin, suggérant que l'agence travaillait avec un prédateur S. Et il a exigé que l'agent laisse tomber Justin. Et en fait, c'est quand Justin a appris ça qu'il a embauché Melissa Nathan, la spécialiste des gestions de crise. Il s'est dit, ça pue. Donc, je vais embaucher quelqu'un. Donc, finalement, par l'intermédiaire de Sony, Wayfarer a persuadé Blake de permettre à Justin et à l'équipe Wayfarer, ainsi qu'à leurs amis et leurs familles, d'assister à la première, mais uniquement dans des conditions dégradantes et humiliantes. Ouais, je vais pas revenir là-dessus, mais on a les photos quand il a été amené en vitesse dans le sous-sol avec sa famille, parce qu'il fallait pas qu'il soit là pendant que Blake faisait son petit tour, tout ça. Ensuite, il est abordé le fait que Justin a fait sa promo à l'écart, bien sûr, mais comme il avait été convenu depuis longtemps, Sony le savait, Blake le savait, il leur avait tout partagé. Il va parler de violence domestique, puisqu'il y a même 1% du film qui sera reversé l'association là No More. Voilà, donc lui il est resté là-dessus. La promo de Blake, les fleurs, etc. Non, il n'était pas censé s'y soumettre comme on nous l'a dit. Pourquoi Blake chercherait-elle à prendre le pouvoir sur le film? Blake peut avoir été motivée par un certain nombre de facteurs. Elle aurait peut-être voulu prendre le contrôle du film afin de pouvoir reprendre la production de la suite It Starts With Us. Cette motivation explique également pourquoi les acteurs à qui on aurait pu espérer et ou voir se promettre un rôle dans les productions ultérieures, choisirait de se ranger du côté du couple puissant Blake et Ryan, couple qui croyait d'ailleurs pouvoir détruire Justin et Wayfarer et les forcer à céder ou voire à vendre les droits de la suite. Ou bien Blake s'est peut-être ressenti poussé à rivaliser avec son mari vedette, Ryan Reynolds, qui avait insisté pour prendre tellement de contrôle sur le film Deadpool 2 que le réalisateur Tim Miller a quitté la production. Ça, je vous l'ai dit hier. Elle voulait également renforcer sa propre marque et ses activités commerciales. Alors là, on parle des publications qu'elle a faites où elle est habillée en Chanel, en Louboutin, voilà, des fleurs, encore des fleurs, toujours des fleurs. La promo de sa marque Blake Brown, qu'elle a croisée avec tout ça, plus Betty Boos, bien sûr. Ah oui, Betty Boos, moi, c'est le truc qui m'a le plus fait sauter au plafond. Et là, c'est intéressant. Wayfarer a repéré les problèmes dans la communication de Blake, dans son marketing, et a demandé une correction de cap bien avant que Blake ne réalise l'ampleur de son erreur. Jamie Hiss, PDG de Wayfarer, a répondu aux critiques organiques en ligne en notant que beaucoup de gens soulignent que la violence conjugale est passée sous silence et que Justin est essentiellement le seul à apprécier le sujet, tandis que d'autres ne lui donnent peut-être pas l'attention appropriée ni le respect qu'il mérite. Et Jamie envoie ça à Sony, et c'est daté du 9 août 2024, donc c'est vraiment au tout début quand le film est sorti. Donc si vous voulez, c'est quand même hyper intéressant de voir que là, en fait, Jamie Hiss, il envoie à Sony ses inquiétudes concernant là les mauvais retours sur Internet pour qu'il redresse la barre. Le gars, il les prévient, Mais non. Bon, après, voilà, cette fameuse vidéo, prenez vos copines, vos fleurs et allez au cinéma. Elle est en train de dire qu'il comprend pourquoi c'est devenu viral. C'est complètement lunaire. Bien que Blake prétende maintenant que Jamie Hiss, Justin et d'autres chez Wayfarer l'ont saboté en semant des critiques médiatiques à son égard,
Il semble que si elle avait écouté et respecté le point de vue et les idées des plaignants sur les sensibilités uniques de la commercialisation du film, au lieu de prendre la barre et de faire échouer le navire, tout serait encore tout rose pour elle. Plus important encore, si elle avait permis à Justin de prendre la place qui lui revient à ses côtés dans la promo du film, Justin aurait assurément maintenu la violence domestique sous les projecteurs pendant toutes les promotions, ce qui l'aurait assurément empêché de se faire du mal. La réaction négative en matière de réputation de Blake est entièrement de sa faute. Je suis désolée, mais je suis d'accord. Oui. Bon, après, on reparle de la campagne de sabotage, hein, donc ça aussi, je vous l'avais dit. On voit donc que les échanges de mails ont bien été tronqués hein. Dans la première plainte de Blake, c'est quand même hallucinant tout ce qu'ils ont enlevé. C'est en rouge, hein, all excluded. Il n'y a que en vert ce que Blake a mis dans sa plainte. Et tout ce qui est en rouge, ça a été retiré. Et en fait, c'est dingue de voir un truc, mais qui change tellement. C'est ça. Je vais juste vous prendre ce petit bout-là. Le reste, je vous l'avais expliqué. Mais ce petit bout-là. Jen qui dit à Melissa, il ne réalise même pas à quel point il a de la chance en ce moment. Le chuchotement à l'oreille sur les connotations intimes. Mon Dieu. Les autres membres du casting qui se sentent inconfortables en regardant ça. C'est tellement énorme. Donc ça avait été mis dans la plainte de Blake. Sauf qu'ils ont retiré le message qu'elle a mis juste en dessous. Ça ne compte même pas si ce n'est pas vrai. Donc en fait, là, tout ce qu'elle est en train de dire, c'est ce qui se dit, mais qui est faux. Elle le précise et ça a été retiré. Et en dessous, Melissa lui dit « Je sais, je ne pense pas qu'ils comprennent ça. Ils croient que la vérité gagne. » Et Jen qui répond « Non, c'est pas vrai. » Et Melissa qui répond « Et je suis là, genre on est en train de négocier avec un psychopathe qui t'a littéralement appelé de prédateur intime. » Et ça continue à parler. Et tout ça, ça y est pas. Et j'ai pas besoin d'aller plus loin. Juste ça. Blake qui garde, il réalise pas à quel point il a de la chance maintenant. Ce qui se chuchote aux oreilles, les connotations intimes, les autres membres du casting qui sont pas à l'aise avec lui, voilà. Et elle a retiré, et ce n'est même pas important si ce n'est pas vrai. Vous vous rendez compte comment ça change tout? Ça m'hallucine. Moi, pour moi, l'affaire s'arrête là, si vous voulez. Hein. Avoir été capable de manigancer la plainte comme ça, comment croire le reste? Comment croire le reste, franchement? 185. Blake a ordonné à son équipe de lancer une campagne visant à se présenter comme une martyre et à rejeter la faute sur les plaignants. Dans les coulisses, la publiciste de Blake, Leslie Sloan, a conçu et exécuté sa propre campagne de diffamation contre Justin. Leslie Sloan est revenue sur un accord passé avec Melissa Nathan en continuant à diffuser des histoires fausses et diffamatoires sur Justin et Wayfarer, un processus qu'elle avait commencé bien avant que Wayfarer et Justin ne retiennent Melissa Nathan. À 10h11 le 8 août 2024, Melissa et Leslie Sloan sont parvenus à un accord selon lequel ni l'une ni l'autre ne communiqueraient directement avec un journaliste avant d'informer l'autre. Melissa déclare « Je ne fais rien sans t'en parler », ce à quoi Leslie répond « Moi non plus ». On le voit par texto. 9 minutes plus tard, Leslie Sloan a rompu son accord avec Melissa Nathan en s'adressant à un journaliste du Daily Mail. Le journaliste a demandé à parler avec Leslie Sloan concernant les problèmes sur le tournage impliquant Blake Lively et Justin Baldoni et les retombées de cela. Blake étant qualifié de difficile et une lutte de pouvoir existante. Leslie Sloan, sans consulter Melissa Nathan, a rapidement répondu « C'est 1000% faux. Vos informations sont totalement erronées. » Leslie Sloan a activement poursuivi ses discussions avec le journaliste du Daily Mail, semant de fausses informations pour jeter Justin sous un jour négatif, pour détourner l'attention du comportement tyrannique de Blake sur le plateau. Sloan a tenté de dépeindre Justin comme l'antagoniste, déclarant « L'ensemble du casting n'aime pas Justin. Rien à voir avec Blake. » 189. Le 9 août, Melissa Nathan, conformément à l'accord des deux femmes passées, a envoyé un message texte à Leslie Sloan contenant un email qu'elle avait reçu d'un journaliste du Daily Mail. À l'insu de Melissa Nathan, il s'agissait du même journaliste avec lequel Sloan communiquait la veille. Melissa a confirmé qu'elle n'avait joué aucun rôle dans l'histoire et a dit à Leslie Sloan « Je vais devoir lui parler, mais je ne lui dirai rien. » Leslie a délibérément omis le fait qu'elle avait parlé avec le journaliste à peine 24 heures auparavant, déclarant « Fais-moi savoir comment ça se passe. » Oh, mais quelle hypocrite celle-là. Et ouais, on les voit les messages. Donc oui, malgré leur accord,
Melissa Nathan ignorait complètement que Leslie Sloan avait fourni aux journalistes des informations qui modifiaient considérablement le récit de l'histoire publiée. En effet, le journaliste cherchait à l'origine à publier un article sur Blake étant qualifié de difficile sur les plateaux. Cependant, après la discussion du journaliste avec Leslie Sloan, l'histoire a changé comme suit. Nous avons appris que Justin Baldoni a causé des problèmes sur le plateau. Voilà ce que l'article du coup a titré. Non seulement Leslie Sloan a rompu son accord avec Melissa Nathan, mais elle a également diffusé des informations fausses et diffamatoires sur Justin pour détourner l'attention des nombreux faux pas de Blake et jeter Wayfarer et Justin sur la défensive. En conséquence, Melissa a été contrainte de lutter contre la presse négative qui est à la fois implantée et propagée par Leslie Sloan. En fin de compte, la véritable campagne de diffamation est orchestrée par Leslie Sloan sous la direction de Blake Lively. Bon, après, il parle de Stephanie Jones. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, ce qu'il raconte, c'est que voyant que Jennifer Abel voulait quitter sa boîte pour se mettre à son compte et que Justin comptait suivre Jennifer et se séparer de Stephanie Jones, elle est devenue furieuse et comme elle perdait déjà des clients parce qu'elle avait fait n'importe quoi, elle s'est vengée. Donc, elle a viré Jennifer, qui avait déposé pourtant un préavis. Elle l'a virée, elle lui a confisqué son téléphone. Bon, elle a été escortée hors de l'immeuble, vigile, avocat et compagnie. Mais elle a demandé à Stephanie Jones de lui rendre son numéro. Et elle lui a dit « Ok, je te fais ça tout de suite ». Donc, elle allait dans un espèce de magasin qui fait ça, un taxiphone, j'en sais rien. Et elle a jamais reçu son numéro avec son iCloud, tout ça. Donc, ça veut dire que Stephanie Jones, ok, elle a gardé le téléphone de l'entreprise de Jennifer Abel, mais par contre, tout ce qui était ses données privées, elle lui a tout pris et elle lui a jamais rendu. Et c'est là donc où elle a eu accès à toutes les conversations, en plus de sa vie privée. Elle a donc eu tous les échanges entre l'équipe de Justin, etc. Et pour se venger que Justin elle a laissé tomber, qu'il avait embauché Melissa Nathan, Jennifer Abel elle l'a gardé, etc. Pour se venger, elle a tout donné à Blake. Voilà l'histoire, en gros. Donc, une folle furieuse, d'après tout ce qu'on voit dans la plainte. En remettant ces documents à Blake, Stephanie Jones savait très bien que le retour de flamme engloutirait également Wayfarer et Justin. Et c'était le but, la vengeance. Conclusion de cette plainte, 400 millions de dollars. Pour plusieurs causes d'action, mais je vous en cite que 2, extorsion et diffamation. Donc, la réponse de Blake, ses avocats, ce dernier procès intenté par Justin Baldoni, Wayfarer Studio et ses associés est un autre chapitre du manuel des agresseurs. Il s'agit d'une histoire ancienne. Une femme s'exprime avec des preuves concrètes de harcèlement intime et de représailles et l'agresseur tente de renverser la situation sur la victime. Il tente de déplacer le récit vers Madame Lively en prétendant faussement qu'elle a pris le contrôle de la création et éloigné le casting de Monsieur Baldoni. Les preuves montreront que les acteurs et d'autres ont eu leurs propres expériences négatives avec Monsieur Baldoni et Wayfarer. Les preuves montreront également que Sony a demandé à Madame Lively de superviser le montage du film qu'ils ont ensuite sélectionné pour la distribution et qui a connu un succès retentissant. Leur réponse aux allégations de harcèlement intime, elle le voulait, c'est de sa faute. Non, jamais ils ont dit ça. Leur justification pour expliquer pourquoi cela lui est arrivé, regardez ce qu'elle portait. En bref, pendant que la victime se concentre sur l'abus, l'agresseur se concentre sur la victime. La stratégie consistant à attaquer la femme est désespérée. Elle ne réfute pas les preuves soutenues dans la plainte de Madame Lively et elle échouera. Bon, écoutez, s'ils ont des preuves, moi je veux bien, mais par contre là, ils se sont un peu égarés quand même. À aucun moment, ils disent qu'elle l'a cherché. Écoutez, là, comme ça, tout de go, j'ai envie de dire que c'est quand même assez très bien documenté. Là, il y a tous les textos. Je retiens 2 choses. Je retiens que on voit que les textos ont été trafiqués dans la plainte de Blake et ça, pour moi, c'est un gros coup de hache dans sa plainte. Et deuxièmement, on voit qu'elle a pris le contrôle sur le film. On voit toutes les inquiétudes de plein de personnes concernant ça. Donc, c'est factuel, c'est un fait. Non. Après, pour le reste, apparemment, Justin a des preuves que sur le plateau, ce qu'elle dit être du harcèlement intime, ça ne l'était pas. Attendons de voir si on verra publiquement les rushs, je ne sais pas, ce sera peut-être réservé pour un tribunal, je ne sais pas. Mais si ils certifient qu'ils les ont, c'est qu'ils les ont. Donc j'attends de voir ce que les avocats de Blake ont dans la manche. Ouais les amis, écoutez la suite au prochain épisode.
Que pensez-vous de tout ça? Moi, je trouve qu'en tout cas, les 2 plaintes là de Justin, elles sont beaucoup mieux faites que celles de Blake. Là, il y a plein de documents, plein de trucs, quoi. Tout ce qu'ils disent, quasiment, hein, tout est documenté. Si vraiment Justin n'a rien fait, mais qu'elle a juste voulu détruire ce gars pour s'accaparer son film, pour avoir un crédit de productrice, etc. Parce que oui, c'est ça l'enjeu, de récupérer les droits du 2e film et pour ajouter une corde à son arc. Maintenant, je suis productrice, je veux aussi devenir réalisatrice et tout. Il est que là, son intérêt. Mais t'es prête à détruire des gens pour ça? Waouh! Ah bah, elle a pris exemple sur Ryan Reynolds, hein. Donc voilà, bah super les deux. Franchement, super. Pour l'instant, le tableau, il est pas joli, hein. Attendons. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Mouah. Bisous, ciao! Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.